Bonjour. Bonjour. Alors, sous l'audio qu'on vient de faire, là, en oublier la dimension du chantier, il y a un auditeur qui nous a mis un lien qui tombe à pic, je trouve. Oui. Donc, je t'ai lu le texte, qui est assez long d'ailleurs, et je voulais savoir ce que tu en pensais. Oui, donc c'est sûr que c'est toute une approche de ce que pouvaient représenter les sciences traditionnelles et ce que représentent les sciences modernes. C'est effectivement bon. Il y a des points clés qui sont... Là d'ailleurs, il parle à un moment donné d'un homme comme Guénon, comme M. Chuon, comme M. Bourcard. Et je pense que ce sont eux qui sont des références à ce niveau-là. Le restant, c'est un peu des batailles de clochers, dans le sens que chacun défend un point de vue. Là, eux, ils défendent pas un point de vue, ils défendent la vérité comme telle. Dans le sens qu'à un moment donné, la science sacrée, elle n'est pas... c'est pas quelque chose qui évolue, qui change, qui bouge, qui n'arrête pas de se remettre en question. C'est une connaissance fondamentale. Et donc, c'est une référence à laquelle on doit être constamment raccroché quand on fait une recherche quelconque. Autrement, faute de quoi, on décale le centre même, ce qui veut dire qu'on part dans la dérive. C'est ce qui est arrivé avec les sciences, ce qui est appelé sciences modernes. C'est-à-dire que, par exemple, on peut voir ça simplement dans l'algèbre, dans les maths. Il s'agit de reprendre l'algèbre selon le point de vue traditionnel du monde arabe et de prendre l'algèbre actuellement dans le monde occidental pour voir qu'il y a eu une transformation, une manipulation qui n'a pas été une amélioration ou un progrès, mais qui a été simplement une déviation. D'accord. Voilà. Et c'est cette déviation qui fait qu'à un moment donné, une science qui est une science sacrée devient, c'est pas elle qui devient, mais ce qui découle de cette déviation, c'est une science profane, pour autant qu'on peut appeler ça science. D'accord. Et ça n'apporte rien au moulin. Dans le sens, par exemple, en général, la science moderne s'applique à rechercher des possibilités d'application dans un domaine ou un autre de phénomènes particuliers. Peut-être, par exemple, si on veut reprendre le soleil, la signification du soleil dans les sciences traditionnelles et le fait dans un monde scientifique moderne d'avoir découvert que l'on peut produire de l'électricité avec des panneaux qui captent certains rayons solaires, non, c'est pas ça qui a amené quoi que ce soit à la connaissance de ce que représente le Soleil dans l'ensemble de l'univers et ce qu'il signifie et quelle est sa raison d'être. De toute manière, c'est l'attitude globale de l'homme actuel, c'est d'utiliser sans se poser de questions tous les avantages que cette création lui offre. Les avantages, c'est encore un grand mot dans le sens que c'est les apparents avantages. Dans le sens qu'ils ne connaissent pas les retombées de ce que produit cette utilisation. Ouais. Ils ne connaissent pas. Ils l'apprennent au fur et à mesure comment est-ce qu'il faut dire ça, du temps, c'est-à-dire que tout d'un coup, à force on utilise tel ou tel phénomène, on s'aperçoit que finalement, ça crée des problèmes de tel ordre, etc., etc. Alors que dans une science telle que les sciences sacrées, cette connaissance, elle est infuse. On sait très bien où amène telle ou telle découverte ou telle autre découverte. Donc, c'est raison pour laquelle il y avait des choses qui devaient rester cachées. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas en tant que telles. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les connaître à un moment donné, mais ça veut dire surtout qu'elles ne doivent pas être mises à jour, et ça prévaut sur tout le reste. Alors que l'homme actuel moderne, il utilise ses avantages parce que, bon, ça lui rapporte, et on verra après les conséquences.
Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est une mutinerie par rapport à l'ordonnance divine. Que ce soit d'ailleurs vu sur un plan religieux ou d'un point de vue métaphysique. Ouais. Voilà, c'est simplement... On peut dire que Dieu a fait confiance à l'homme puisqu'il l'a mis à quelque part comme étant le vicaire sur terre, et il lui a donné donc à disposition toutes les possibilités, en lui expliquant même les possibilités qu'il ne devait pas mettre à jour. Il lui a tout donné en héritage. Et Dieu est généreux, parce que quand tu vois la générosité de la nature, on est au supermarché, hein. Ouais. Il y a tout. Il lui a donné la connaissance de ce qui pouvait être fait et ce qui n'était pas à faire par la même occasion. Ouais. Donc il avait tout dans les mains. Après, tout d'un coup, il s'est rebellé contre... C'est le fils qui se révolte contre son père. Ouais. Donc il s'est rebellé et il n'a pas voulu continuer de suivre l'ordonnance de son père. Et il arrive ce qui doit arriver, c'est qu'à un moment donné, s'il ne faut pas toucher à quelque chose, ça ne veut pas que quelque chose n'existe pas, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas être connue, mais elle est connue pour ce qu'elle est, et elle est surtout connue dans le sens qu'on sait et que l'on doit ne pas toucher à ça. C'est ça qui a été indiqué par le Père qui, lui, nous a donné toutes ses connaissances. Ben, on le voit, hein, à force de surexploitation, que ce soit des fonds marins, que ce soit de la terre, que ce soit de n'importe quoi, on en est arrivé à un point de non-retour, là. Oui, puis c'est toujours donc ce domaine pseudo-scientifique qui a été le moteur de tout ça, parce que c'est lui qui a mis à jour les différentes inventions qui ont permis en quelque sorte d'aller de plus en plus profond, de plus en plus loin, de plus en plus vite, de plus en plus ceci, de plus en plus cela. Donc de pouvoir se comporter de moins en moins correctement par rapport à l'ordonnance de Dieu. Oui, ouais, c'est sûr. Voilà. Alors on peut appeler ça de la science, parce qu'il s'agit d'une recherche, et on va appeler ça de la science. Moi, je serais tenté de ne pas appeler ça de la science, voilà. C'est une pseudo-connaissance. La connaissance, la science, elle doit amener de plus en plus près de son principe. Donc, elle doit s'approcher inévitablement, permettre à l'homme de s'approcher de Dieu et de son ordonnance, et de la compréhension de cette ordonnance. Ouais. Et non pas de l'en éloigner, comme c'est le cas. Ouais. Finalement, l'homme, c'est un sacré opportuniste. Oui, là, il s'agit de science d'opportunisme. Ouais. D'ailleurs, s'il suffit de regarder l'histoire de tout ça, il nous a été apporté en Occident des sciences comme l'algèbre, j'en reviens à ça, ou l'architecture qui vient d'Orient, par le truchement du monde arabe, de la médecine, etc. Qu'est-ce que l'Occident en a fait? Par exemple, de la science des nombres, qui est en rapport avec l'algèbre, on en a fait quelque chose de relatif, dans le sens que une lettre a une valeur numérique qui est immuable. Tu veux dire un chiffre? Non, je dis une lettre a une valeur numérique immuable. Oui. On en a fait quelque chose de conventionnel. Donc A égale temps, mais ça peut valoir tout autre chose dans un autre calcul. C'est une question de convention. Là, il ne s'agissait pas de convention, il s'agissait d'une connaissance fondamentale, d'un rapport de parenté réel entre tel nombre et telle lettre de l'alphabet. C'est un rapport qualitatif, c'est un rapport de parenté. On peut dire que toutes les valeurs absolues sont devenues des valeurs relatives. On a relativisé donc l'absolu et on a rendu absolu le relatif. Oui, oui. Ouais. Voilà ce qui s'est produit. Et c'est ça la grande déviation. Et j'insiste en disant que pour quelqu'un qui a comprendre quelque chose là-dedans vraiment et qui veut creuser ça, de se référer à des hommes tels que justement Guénon, M. Chuon, M. Bourcard, qui sont trois piliers comment il faut dire, trois références vraiment
d'une approche de ces connaissances-là. Ouais. Voilà. Les autres points de vue sont plus ou moins intéressants. Il y a des personnages plus ou moins intéressants. Mais à un moment donné, c'est des points de vue individuels où chacun la voit plus ou moins comme ci, plus ou moins comme ça. Là, là, des hommes comme Chion-Bourcard, il ne s'agit pas de point de vue individuel. Il s'agit, l'individu rentrera en ligne de compte dans la forme avec laquelle, la manière dont il va présenter les choses, mais ce qu'il présente, c'est une connaissance qui est hors de contingence, qui est la connaissance universelle comme telle. Voilà ce qu'est la science, voilà ce qu'elle est, son rôle. Voilà, après, voilà, pour en revenir au soleil, voilà qui est le soleil. Ouais. Et pas qu'est-ce que c'est? Parce que le fait qu'on nous ait appris que c'était une masse gazeuse qui fait 10 km, qui est à telle distance, qui fait ci, qui fait là, qui a telle température. Moi, je veux bien tout ça, mais qu'est-ce que ça a comme valeur à côté du fait de ne pas oublier que le soleil, il est la façon dont Dieu s'exprime à la création la plus directe. Raison pour laquelle les fleurs s'ouvrent quand le soleil apparaît. Même les animaux le saluent, l'homme a salué le soleil toute son existence, il n'y a qu'à présent où il oublie où il lui tourne le dos. On peut dire que le soleil est le moyen par lequel Dieu nous touche de sa lumière. C'est de toute façon, la lumière représente cette connaissance et cette chaleur représente cet amour. Et actuellement, qu'on sait qu'il y a une masse gazeuse de X kilomètres de diamètre et qui dégage tant de calories, etc., on lui tourne le dos. Donc on n'a rien apporté au moulin. Ouais. Ouais. Voilà, ça, si on avait agi dans le sens scientifique, on aurait maintenu cette connaissance, on aurait maintenu l'intensité que représente dans l'homme le feu de cette connaissance même. Ouais, absolument. Au lieu de l'éteindre avec des considérations qui sont finalement, comment est-ce qu'il faut dire ça, triviales. Ouais. Par rapport à ce que le soleil est dans la réalité et le rôle qu'il joue dans l'univers, de savoir sa composition gazeuse, il faut arrêter. Et finalement, l'homme a tout rabaissé à son niveau. Voilà, alors à présent que ça puisse intéresser certains personnages, ou que ça ait un intérêt véritable, moi je veux bien, mais pas dans le sens où il est présenté. Et en tout cas, en plus de ça, donc de ce fait-là, pas dans le sens dans lequel il est exploité. Ce que je voulais dire, c'est que l'homme, il utilise chaque chose qui lui est donnée pour son intérêt personnel. Ça peut être mangé, ça peut être utilisé pour telle ou telle chose. Voilà, il y a que ça qui l'intéresse, quoi. Oui, mais en plus de ça, ça l'intéresse, mais je dirais même, où ça devient encore plus cabreux, c'est qu'en s'éloignant d'une connaissance principielle, il n'a pas la garantie réelle de ce qu'il prétend, ce qui veut dire qu'il peut manger pendant 10 ans un produit qui est en train de l'empoisonner. Ouais. Enfin voilà, disons la différence qu'on peut trouver entre une science moderne et une science traditionnelle. Pour moi, j'estime qu'il faudrait trouver deux noms très différents. Parce que la science traditionnelle, c'est bel et bien de la science, mais ce qui est appelé science sur le temps moderne, pour moi, c'est pas de la science. Voilà. Science veut dire savoir. Savoir, ça veut dire savoir d'ensemble. On sait, donc on connaît donc toutes les tenants et aboutissants d'une chose avant de la mettre à jour. On n'est pas, on marche une histoire sans savoir où ça va, ce que ça va donner et où ça va atterrir. C'est pas de la science, ça. On le voit dans l'industrie pharmaceutique, comment les choses vont. On met sur le marché des médicaments dont on ne sait même pas quelles seront les conséquences à long terme. Et puis on utilise l'humanité comme des cobayes. Et puis on parle de science. Oui, c'est ça. Mais après, pour un scientifique qui, lui, s'occupe uniquement de chercher, lui met à jour, comme j'ai dit, les choses au fur et à mesure qu'elles se présentent devant lui.
Ce qu'il y a, c'est que c'est le contexte dans lequel il évolue qui fait que il est pas encadré par une autorité. Oui, mais ce que je voulais dire par là, c'est que l'homme actuel, il marche à tâtons, tu vois, il tâtonne. Ouais. Voilà, il est dans l'ignorance, dans le noir, et puis il essaye d'avancer comme ça. Alors que l'homme dont tu me parles, traditionnel, savait. L'homme traditionnel savait où il mettait les pieds. Oui. Oui, tu dois savoir avant d'appliquer. Tu ne dois pas appliquer avant de savoir. Voilà. Voilà, ouais. Oui, il y a une inversion là aussi. Oui, ben alors c'est ça. C'est une inversion. Finalement, on la trouve partout, cette inversion. Ben, bien sûr. Bien sûr, et puis elle commence toujours à l'emplacement qui est hiérarchiquement le plus élevé. Voilà. Donc si on veut rentrer dans le cadre scientifique véritable, la poésie est elle est le fleuron pour la science, dans le sens traditionnel. Ah bon, ben c'est pas vu comme ça, hein, je peux te le dire. Eh ben c'est comme ça. Et à partir du moment... On va te rironner si tu racontes ça. Eh bien, à partir du moment où la poésie part à volo, ça veut dire que tout le reste partira à volo. Parce que la poésie, elle est le langage qui va le plus près du créateur. Et tu parles de cette poésie traditionnelle, pas de... Je parle de la poésie. Le restant, pour moi, on peut l'appeler comme on veut. Après, moi, j'ai pas de nom à lui donner. On parle pas de cet art de la rimaille. Ça n'a rien à voir avec ça. Voilà. La poésie, c'est le langage qui permet d'approcher les choses le plus près possible par le langage. C'est-à-dire que on va jusqu'à la limite de l'exprimable. Donne-moi deux, trois noms de poètes dont tu parles. Bah, écoute, Omar Khayyam. J'en étais sûr. Il n'y en a pas un autre par hasard? Bon, écoute, il y en a plein, mais disons que celui-là, c'est un personnage avec lequel j'ai beaucoup d'affinité, apparemment. J'aime beaucoup cet homme-là et cette manière d'approcher les choses, et puis voilà. Alors, je le cite lui, mais il y en a d'autres, au clair. Voilà. Et que dans le monde occidental, il faut descendre, faut aller loin en arrière dans les deux temps pour rencontrer quelqu'un de cette envergure, d'une envergure, disons, qui peut être appelé poète. Ce qui est marrant, c'est que dans le monde occidental, Omar Khayyam, il est vu dans toute sa trivialité, alors que dans le monde musulman, ils n'arrivent pas à le voir dans toute sa grandeur, tu vois? Ouais. C'est incroyable, hein? Omar Khayyam, finalement, c'est un incompris. Non, c'est un incompris par celui qui n'a pas la possibilité de comprendre, ou qui ne se donne pas la peine, disons, de le faire, mais autrement, il est très clair et précis. Et il s'agissait d'un orthodoxe, d'un soufi orthodoxe, donc d'un personnage qui était parfaitement d'accord avec sa tradition. Bon, alors, pour finir, ben écoute, ce texte, il était quand même sympa à lire. Il y a 2-3 trucs que tu as remis en cause, le fait d'utiliser le mot science pour une chose qui n'en est pas. Ouais. Oui, parce qu'on peut appeler finalement, c'est comme la poésie, on a appelé poésie toutes les rimailles. Il suffit que ça se finisse un peu de la même manière, ou que ça ait un petit côté endormant, là, pour que ce soit de la poésie. Non, la poésie, elle est vraiment un langage qui s'approche le plus près possible je dirais, quand je parle de la pensée de l'auteur dans le domaine de la pièce de théâtre qui représente le monde, et ben voilà. Bon, donc tout vient de la poésie? Ben, la poésie, c'est primordial, c'est l'art primordial. Les 3 arts primordiaux, c'est la poésie, la musique et la danse. Ok, voilà. Ok, bah écoute, on va finir là-dessus. Je te dis merci et à bientôt. Ben, à bientôt. Au revoir. Au revoir.